L'image fracassée, le Tartuffe démasqué, les gros titres sont assez clairs. La figure de Tariq Ramadan est en chute libre dans l'opinion publique mondiale. Emporté comme d'autres avant lui par le tourbillon de l'affaire Weinstein, l'intellectuel musulman est sous le coup de 2 plaintes pour viol en France. Il est accusé à Genève d'avoir entretenu des relations sexuelles avec certaines de ses élèves lorsqu'il était enseignant au collège de Saussure. La justice devra évidemment faire son travail. On ne va pas faire son procès ce soir. Mais l'affaire soulève quand même quelques questions. À l'ère des réseaux sociaux et de l'immédiateté, du tout horizontal, est-ce que la présomption d'innocence est toujours respectée? Est-ce qu'elle a toujours un sens? Est-ce qu'elle est toujours possible? Et puis, quelle trace laissera cette affaire, quelle que soit son issue judiciaire d'ailleurs dans le monde musulman? C'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. Pour en parler, vos commentaires sur les réseaux qui ont été extrêmement nombreux, plus de 1000 à l'heure à laquelle nous parlons, et nos invités que je vous présente en plateau. Awes Seniguer, il est chercheur à l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique à l'Université de Lyon. Il a beaucoup étudié le discours de Tariq Ramadan. Pascal Gemperli, président de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Il redoute les conséquences de cette affaire pour le monde musulman. Laura Santonino, avocate à Genève, spécialiste du droit de la famille, elle a défendu nombre de victimes d'agressions sexuelles. Nicolas Capt, avocat à Genève, lui aussi, il est spécialiste des réseaux sociaux et du droit de la presse, en quelque sorte. Yann Hamel, journaliste, auteur de La vérité sur Tariq Ramadan, sa famille, ses réseaux, sa stratégie. C'était aux éditions Favre en 2007. Il fait partie des voix très critiques à l'égard de Tariq Ramadan. Et enfin, Jacques Nérinck, ancien conseiller national démocrate chrétien vaudois. Il a co-signé Peut-on vivre avec l'islam avec Tariq Ramadan, chez Favre toujours, c'était en 2004, et défend bec et ongle le respect de sa présomption d'innocence. Merci à tous d'être avec nous. Avant de vous entendre tous les 4 et puis tous les 6, cette affaire est allée extrêmement vite. Je vous propose un rappel des faits et des quelques jours qui se sont écoulés avec Jean-Marc Allen. Tariq Ramadan, 55 ans, figure de l'islam reconnue mais controversée. Aujourd'hui, il doit faire face à des accusations de viol. C'est elle qui en premier a dénoncé Tariq Ramadan. Enda Ayari, rescapée du salafisme, devenue féministe. Elle avait raconté son viol dans un livre sans donner l'identité de son agresseur. Mais le 20 octobre, dans le sillage de l'affaire Weinstein, elle écrit sur Facebook: c'est une décision très difficile, mais j'ai décidé moi aussi qu'il est temps de dénoncer mon agresseur, c'est Tariq Ramadan. Enda Ayari porte plainte pour viol. Quelques jours plus tard, une deuxième femme porte plainte contre Tariq Ramadan. Elle aussi dit avoir été violée. Les révélations s'enchaînent. En Belgique, la RTBF dévoile un nouveau témoignage. Il peut être très très violent, il peut vous agripper très violemment, il peut attendre de vous de pouvoir effectuer n'importe quelle pratique sexuelle. En Suisse aussi, les langues se délient. Plusieurs femmes disent avoir été harcelées ou avoir eu des rapports sexuels avec lui alors qu'il était leur professeur à Genève. Certaines étaient mineures. Devant l'avalanche de témoignages, Tariq Ramadan dépose plusieurs plaintes pour calomnie et subordination de témoins. Ses avocats en France dénoncent un déferlement médiatique. Ils l'incitent à ne pas répondre publiquement. L'intellectuel genevois se contente de quelques posts sur les réseaux sociaux pour nier en bloc. Je suis depuis plusieurs jours la cible d'une campagne de calomnie qui fait dérasser limpidement mes ennemis de toujours. Il est triste de voir nos adversaires réduits à soutenir l'imposture et la tromperie érigée en vertu. Première conséquence officielle de cette affaire, hier l'université d'Oxford et Tariq Ramadan ont mis fin provisoirement et d'un commun accord à leur rapport de travail. L'institution précise dans un communiqué que cette décision n'implique aucune présomption ou acceptation de culpabilité. Elle relève simplement que ce congé permet de mettre en priorité le bien-être des étudiants et du personnel. La justice va désormais devoir faire son travail, mais quoi qu'il arrive, l'image de Tariq Ramadan ne sera plus jamais la même. Jacques Nérinck, on vient de l'entendre, l'image de Tariq Ramadan ne sera plus jamais la même. On a appris hier, on vient de l'entendre aussi, qu'il s'était mis en congé ou qu'il avait été mis en congé. C'est selon par l'université d'Oxford. Selon vous, pour résumer à la hache, tout va très 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 vite, trop vite. Oui, tout va absolument trop vite, n'est-ce pas? Ce n'est pas
À mon sens, la présomption d'innocence n'a pas été respectée, spécialement par la presse. Avoir une double page dans 24 heures où on rapporte à l'indicatif, pas au conditionnel, les agressions dont il se serait rendu coupable, j'utilise le conditionnel, à l'égard de collégiennes. C'est un crime, les 2 viols sont des crimes également. Je constate simplement une chose, c'est que c'est lui qui demande à passer devant la justice et que les autres se contentent de porter des accusations. Au lieu de porter plainte, ça me laisse penser qu'il est plus sûr qu'elles ne le sont. Alors, on reviendra sur ce que vous dites à demi-mot, ce que vous sous-entendez pour l'instant, mais on y reviendra plus tard. Yann Hamel, j'ai envie de vous entendre, tout en rappelant que Jacques Nérinck a co-signé un livre avec Tariq Ramadan, Peut-on vivre avec l'islam ? On le voit en ce moment, c'était en 2004. Et on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur l'impression que vous a laissé Tariq Ramadan de manière générale. Yann Hamel, je disais que vous aussi, vous avez écrit un livre, mais sur Tariq Ramadan, cette fois. Ça s'appelait La vérité sur Tariq Ramadan, sa famille, ses réseaux, sa stratégie. J'ai envie de commencer par vous faire répondre à un commentaire qu'on a reçu sur Facebook. Je l'ai dit, plus de 1000 commentaires tout à l'heure. Véronique Maire nous fait la remarque suivante. « Je n'aime pas le discours de Tariq Ramadan, mais comme nous sommes dans un état de droit, il bénéficie lui aussi de la présomption d'innocence. Sinon, on revient au lynchage public. » Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation de lynchage public ? En ce qui concerne le viol, je dirais joker, parce que je n'en sais rien. Avant qu'il y ait ces plaintes, je n'avais pas entendu parler de viol. En revanche, en ce qui concerne les menaces et les violences, oui. Parce que moi-même, j'ai été l'objet de... Oui, on le lynche ou oui, il y a eu? Non, mais oui, parce que moi-même, j'ai été menacé. Je connais des dizaines de personnes et des femmes qui ont été menacées par Tariq Ramadan. Alors, c'est pas une nouveauté. Dans la communauté musulmane en France, en Suisse, en Belgique, on connaît Ramadan en privé. Et on sait? On sait. Je veux dire, tous les dirigeants, y compris de l'UOIF, vous le disent depuis des années. L'Union des organisations islamiques de France. Qui sont proches le disent qu'il a une vie privée dissolue. Tout le monde le sait. On le sait, dites-vous, sauf que c'était à peu près pas sorti. On ne peut pas faire d'article. Depuis des années, quand vous aviez des femmes qui appelaient en disant voilà, alors qu'il prône une rigueur morale, il a des dizaines et des dizaines de maîtresses, je leur répondais, et alors, j'y peux rien, vous êtes majeur, il est majeur. Moi, j'ai jamais fait d'article sur la vie privée des gens, ça les regarde. C'était impossible de le faire, y compris, même si ça relevait éventuellement une contradiction entre le discours et le comportement? C'est complexe, je veux dire, de parler de la vie privée. Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait dans d'autres livres, notamment dans l'affaire Bettencourt. On aurait pu parler de la vie privée de M. Bettencourt. Je ne l'ai pas fait, alors que ça expliquait beaucoup de choses, par exemple. Absolument. Non, j'y touche pas. Nicolas Cap, je vais poursuivre ce tour de table. Vous êtes, je le disais, très attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On l'a vu, l'affaire Ramadan a éclaté sur Facebook. Elle a éclaté avant toute plainte pénale. Elle a éclaté par Enda Ayari qui a dénoncé son port dans cette fameuse invitation à balancer son port. Qu'est-ce qu'en pense l'avocat que vous êtes? Alors peut-être déjà pour rebondir sur les deux interventions, j'avais des choses à dire sur les deux interventions. D'abord celle de Jacques Nérinck qui disait finalement qu'il était surpris, déçu ou fâché de l'attitude de la presse. Moi, je tiens quand même à dire que s'agissant de la présomption, du respect de la présomption d'innocence, la presse offre des garanties que des déclarations spontanées sur les réseaux n'offrent pas. Enfin, il y a un cadre très clair, à la fois juridique, déontologique, qui impose tout un tas de règles, dont contacter une personne quand elle est l'objet de reproches graves, de mener une enquête, au fond un peu à charge et à décharge, ce qui évidemment ne permet pas ne permet pas de faire de simples déclarations lancées à la hâte sur les réseaux. Donc on peut faut vraiment faire la distinction entre les deux. Oui, pour moi, on peut parfois critiquer le travail de la presse, mais toujours est-il qu'il y a des garanties. Et puis si au fond, si le cadre légal est violé, il ne faut pas oublier que ce qui est corrélatif à ça, c'est une responsabilité sur un plan civil pour atteinte aux droits de la personnalité, voire sur un plan pénal pour calomnie ou diffamation. Mais donc il y a une responsabilité. La liberté d'expression existe, mais elle est sous-tendue par un principe de responsabilité qui est son corollaire nécessaire. Et de nouveau, un autre exemple de ce que la presse, finalement, n'est pas là pour pourfendre à tout va et finalement faire des révélations sans égard à la personnalité des gens, c'est exactement ce que vous avez dit, à savoir que vous n'avez pas fait d'enquête sur M. Ramadan, sur des aspects que vous estimez relever de la vie privée. Donc ça montre bien, finalement, qu'il y a une retenue qui existait. Peut-être que vous n'avez pas de sympathie pour M. Ramadan, mais néanmoins, vous n'avez pas estimé utile, souhaitable ou conforme aux normes de déontologie d'examiner ces questions publiquement.
Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un bon exemple de ce que les médias offrent de plus par rapport à des déclarations spontanées sur les réseaux qui sont, elles, hors cadre. C'était juste de le faire, ou plutôt de ne pas le faire à l'époque. Alors, c'est pas à moi de le dire, mais ce que ça montre, au fond, c'est qu'il y a un examen de ce qui peut être dit ou pas. Et au fond, c'est pas que les médias tirent à boulet rouge dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a du biscuit. On tire pas à boulet rouge sans réfléchir aux conséquences et à l'intérêt public de la démarche. Et je pense que je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit. Merci. Ouais. Laura Santonino, je l'ai dit aussi, vous avez défendu nombre de victimes d'agressions sexuelles. C'est en quelque sorte devenu votre spécialité. Vous les défendez en justice. Là, vous avez une figure, Tariq Ramadan, qui s'écroule bien avant le procès. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je trouve qu'effectivement, pour avoir défendu beaucoup de victimes, pour la victime, quelque part, son agresseur reste un agresseur. Qu'il soit du domaine public ou privé, pour une victime, je ne pense pas qu'elle fait forcément une différence si cette personne est une figure qui est connue ou non. Par rapport à la présomption d'innocence, je crois qu'il faut bien distinguer les rôles de chacun. Le rôle de la presse, comme l'a dit mon confrère, c'est de transmettre des informations. Des informations qui relèvent finalement d'un certain intérêt public. La question de la présomption d'innocence, elle a une importance cruciale au moment du procès. Monsieur Ramadan sera très certainement jugé et il doit évidemment bénéficier de la présomption d'innocence au moment de son procès. Il devra bénéficier d'un procès équitable, et cela également dans l'intérêt de la victime, parce qu'il ne faudrait pas que par un vice de forme, parce que les règles de procédure n'ont pas été respectées, que ce jugement ensuite soit invalidé. Donc il en va aussi de l'intérêt de la victime. J'aimerais juste réagir à une chose qui a été dite. Lorsque Maître Capt nous dit des déclarations faites à toute hâte sur les réseaux sociaux. C'est balance ton port. Pardon ? C'est balance ton port, voilà, c'est le contexte général qui dépasse Tariq Ramadan. Une victime, lorsqu'elle fait le choix de s'exprimer, je ne peux pas accepter d'entendre que c'est une déclaration comme ça, à toute hâte. Alors oui, aujourd'hui, on a des moyens différents. Les victimes ont des moyens différents peut-être pour s'exprimer. Les réseaux sociaux ont pris une importance énorme dans la vie des jeunes et des moins jeunes également. Et c'est un moyen de plus aujourd'hui. Et une victime, lorsqu'elle décide de s'exprimer, généralement, c'est mûrement réfléchi. Parce qu'une victime, elle a beaucoup de difficultés souvent à s'exprimer et à dire qu'elle a été victime d'une infraction. Et parfois, il faut des années pour que la parole, finalement, se libère. Si cet outil qu'une victime a aujourd'hui, finalement, d'être derrière peut-être son ordinateur et de le dire, facilite cette libération de la parole, eh bien, tant mieux. Oui, mais ce qui est problématique, si vous me permettez, c'est des conséquences. Au fond, c'est de se dire, finalement, on cherche quoi ? On cherche un tribunal populaire, un tribunal avec des juges, finalement, une sorte de jury populaire extensif. Tribunal Twitter, on a. Avec finalement aucune instruction. Finalement, les éléments sur lesquels on peut se fonder sont les éléments qu'on a, c'est-à-dire aucun. Il n'y a qu'un tribunal qui n'a pas de légitimité parce qu'il ne fait pas d'instruction, il n'entend pas de témoins. Finalement, il peut soit accepter et considérer que c'est crédible ou réel, soit se dire réfuté en disant pour des motifs personnels, non, j'y crois pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche par ça ? Qu'est-ce qu'on cherche qu'une démarche judiciaire ne permet pas ? Et c'est plutôt là ma question. Alors, le fait qu'une victime s'exprime sur les réseaux sociaux n'exclut pas qu'ensuite elle fasse appel à la justice pénale. Pour moi, une victime qui s'exprime sur les réseaux sociaux ne cherche pas à faire forcément condamner publiquement la personne. Mon expérience démontre que lorsqu'une victime fait le choix de s'exprimer en public, parce que pas toutes les victimes font ce choix-là. Certaines déposent simplement plainte auprès de la police, auprès du ministère public, et il y a une enquête qui se fait quelque part à huis clos, et personne n'est au courant de rien, et le prévenu n'est pas du tout inquiété par la presse. De mon expérience, lorsqu'une victime fait le choix de s'exprimer à la presse ou en public, elle a un objectif. L'objectif n'est pas le lynchage médiatique, mais c'est de se dire « Moi, j'ai été victime de cette personne-là et je ne veux pas que d'autres personnes puissent être victimes et les réseaux sociaux. Absolument, on va revenir donc à la presse. Le message, et ça c'est bien important souvent, les victimes, si elles s'annoncent sur les réseaux sociaux ou à la presse, c'est parce qu'elles veulent simplement que les agissements
s'arrête. Les choses vont aujourd'hui très vite, Laura Santanino, entre le moment où quelqu'un s'exprime sur Facebook avec l'attention médiatique particulière qui est portée à ces affaires depuis l'affaire Weinstein, entre le moment où il y a une dénonciation avec un nom qui apparaît sur Facebook et le moment où ce nom se retrouve épinglé sur une sorte de Hall of Fame des violeurs, il s'écoule peu de temps. Est-ce que ce peu de temps-là est toujours compatible avec l'exercice serein de la justice, qui est votre métier ? Oui, je pense qu'il est compatible parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui se passe dans le domaine public et ce qu'il se passe dans le cabinet d'un procureur et ce qu'il se passe lors de l'audience de jugement. Il y a un préjugement médiatique avant une que c'est procédure. bien de préjuger, mais il appartient à nos autorités judiciaires de faire la part des choses. Ce n'est pas la première affaire qui est médiatisée, il y en a d'autres dans d'autres domaines. Criminels également, on le sait. Nos juges sont soumis à cette pression-là populaire également, on le sait. C'est pas seulement une pression. Et il appartient à nos autorités de faire la part des choses et d'exercer finalement, de donner la parole et de faire en sorte que le procès soit équitable au moment où il se passe et que la justice soit faite sereinement. Nicolas je pense que Capte-Encore, nos et puis juges sont capables de cet exercice-là. Nicolas Mais Capte-Encore. simplement, je pense que ce n'est pas une question d'influence sur les juridictions et on sait qu'elles ont l'indépendance nécessaire et on a de la chance en Suisse d'avoir un système qui soit solide, mais c'est que la personne dans les yeux... Alors, je ne m'exprime pas par rapport à l'affaire Ramadan, je crois que c'est de manière générale, que ce soit bien clair, simplement, de fait d'être jugé médiatiquement par anticipation, finalement, dans l'esprit des gens, vous êtes un peu ce coupable, finalement. Et les journaux, c'est pour ça que les journaux, finalement, je trouve que c'est quelque chose de plus contrôlé, parce qu'il y a toutes ces déontologies, toutes ces obligations, mais quand il y a des accusations qui sont lancées comme ça, alors oui, effectivement, dans le cas présent, dans le cas de Weinstein et la traînée de comètes, ça a libéré la parole, il n'y a aucun doute, mais n'empêche que pour les accusations qui pourraient, dans tout le lot d'accusations, être infondées, les personnes qui en sont l'objet, il y aura toujours quelque chose qui flottera, un parfum de culpabilité. Jacques Nérac, vous avez en préambule critiqué la presse, en l'occurrence 24 heures, la Tribune de Genève, c'était une enquête de la Tribune de Genève. La presse et les réseaux sociaux ont pourtant, on l'entend, un rôle, qui est celui éventuellement de faire sortir des affaires, de révéler, de dénoncer ce qui dysfonctionne, de montrer. Est-ce que finalement elle n'est pas dans son rôle si elle fait correctement son travail dans le respect des règles ? Oui, mais moi j'aimerais que l'on mesure les conséquences. Je rappelle ce qui s'est passé à Paris avec un certain nombre d'hommes politiques, des ministres ou des candidats à la présidence de la République. Ils étaient gênants pour une certaine partie qui les a attaqués pour un prétexte quelconque. Ils sont hors course, ils passent au tribunal, ils sont entièrement blanchis, mais leur carrière est brisée. Pour moi, la carrière de Tariq Ramadan est brisée comme celle Vous parlez de ces DSK, hommes politiques. Dominique Strauss-Kahn, candidat à la République, ex-candidat malheureux, qui n'a jamais vraiment pu être candidat d'ailleurs à la présidence de la République française. C'est pas parce qu'il a été blanchi qu'il est innocent. Il a payé pour être blanchi aux États-Unis, DSK. Effectivement, il n'a pas été condamné, mais il a payé. Je repose ma question, Jacques Nérac. Une distinction assez claire a été faite entre les réseaux sociaux et la presse. Oui, je la fais aussi. Vous la faites aussi. Quand la presse enquête, croise des sources qui s'avèrent être concordantes et sur la base de cette enquête, en donnant la parole aux uns et aux autres, avance une information, est-ce qu'elle sort de son rôle ? La presse, certainement pas. Mais dans les réseaux sociaux, par exemple, j'ai publié un blog, j'ai eu une centaine de commentaires. Et dans ces commentaires, il y a quelqu'un qui envoie l'enregistrement qui aurait été fait de certaines paroles, de certaines conversations de Tariq Ramadan. Alors, je rappelle que c'est contraire au code pénal suisse, qu'on ne peut pas enregistrer quelqu'un à son insu et on ne peut pas diffuser, et que la peine qui est prévue est rien moins que 3 ans de prison. Quand vous parlez vous-même sur votre blog de campagne d'intoxication et de calomnie, est-ce que vous ne jugez pas, vous aussi, avant l'heure? Et finalement, est-ce que vous ne faites pas exactement ce que vous reprochez aux détracteurs de Tariq Ramadan de faire? Si vous citiez la phrase complète, vous verrez que moi, je parle au conditionnel. Il se pourrait que... Donc, moi, je ne suis ni pour ni contre, et c'est à la justice de trancher. Mais d'une certaine façon, quand on publie des enregistrements, et que ces enregistrements ne font pas l'objet de poursuites de la part du ministère public suisse, comment voulez-vous que les gens, après cela, et même s'il est totalement blanchi, comment voulez-vous que les gens ne le considèrent pas comme un petit peu coupable? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est ça qui est grave. Yann Hamel, quand on parle de dégâts d'image, juste Yann Hamel, sur les dégâts d'image, vous êtes sensible à ce que dit Jacques Nérac?
Je suis bien entendu sensible. Mais cette affaire, elle est un peu différente. J'ai jamais vu un lynchage des victimes comme dans l'affaire Ramadan. Les victimes sont traitées de sales putes juives. Enfin, ça n'arrête pas. On est tous traités de complotionnistes. Je suis désolé pour eux, je ne suis pas juif, enfin, je m'en excuse. Et je suis insulté sur les réseaux sociaux. Caroline Fourest est insultée. Tous les gens qui osent écrire sont insultés, menacés. Et surtout les victimes sont toutes des salopes. Alors bon, nous sommes d'accord, c'est scandaleux pour les deux scandaleux. parties. J'ai jamais vu vous êtes démocrate chrétien, vous êtes catholique, vous avez la charité chrétienne chevillée au corps. Oui. Les victimes, vous y pensez? Mais bien entendu que j'y pense. Mais personne ne peut dire qu'il y a victimes jusqu'à ce que la justice en décide. Les victimes présumées, les victimes déclarées. Présumées, mais la presse a le droit de rendre compte, moyennant évidemment une enquête sérieuse, d'interroger la personne mise en cause si elle souhaite s'exprimer, de faire une enquête qui corrobore les sources, etc. Enfin, la presse a vocation à s'y pencher, mais dans le cadre d'un travail sérieux. Parfois, la presse travaille très bien, parfois, elle travaille moins bien. Mais enfin, ça, c'est des choses qui sont l'objet de procès après coup. Enfin, la liberté d'expression, c'est ça. C'est cette liberté qui, finalement, est sanctionnée si on en dépasse les contours. Absolument. C'est tout. C'est assez cadré, finalement. Simplement, la problématique des réseaux sociaux, c'est que quand les intervenants, les nouveaux acteurs, finalement, ne sont pas forcément conscients des conséquences pénales ou civiles pour eux-mêmes de ce qu'ils disent parfois à la légère, c'est tout. Et on a l'exemple, et après je monopolise plus la parole, l'exemple d'une condamnation qu'il y a eu en Suisse alémanique pour une personne qui avait liké un contenu diffamatoire parce qu'il assimilait une autre personne, je ne sais plus quel personnage désagréable, mais enfin, le fait de liker un contenu, on a considéré que ça le propageait et dès lors que la personne commettait une diffamation. Donc, et ça, le commun des mortels... démontre que la parole n'est pas si libre que ça sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est pas qu'elle n'est pas si libre, c'est qu'elle est assortie, comme partout ailleurs, de responsabilités qui peuvent être déduites en justice. Et donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Laura Santonino, si on peut s'arrêter 2 secondes sur les accusations genevoises, puisqu'on est en Suisse. En France, les choses sont claires. En France, il y a des plaintes pour viol, il y aura probablement un procès, la justice fera son travail, rendra un verdict. À Genève, c'est très différent. Les victimes s'expriment de manière anonyme. Elles reprochent à Tariq Ramadan des faits qui sont très probablement prescrits. S'ils sont prescrits, il n'y aura pas de procès. Comment est-ce que Tariq Ramadan peut se défendre en l'absence d'un procès ? Alors, il a déjà un petit peu annoncé comment il allait s'y prendre, parce qu'à ma connaissance, des plaintes pour diffamation ont été déposées ou vont être déposées tout prochainement. Et le but, finalement, de ces plaintes, c'est déjà de savoir qui, finalement, a dénoncé ces faits. Je pense que le ministère public n'aura pas de difficulté à mettre des noms sur les victimes, en tout cas les personnes qui se disent être victimes. Et puis, dans le cadre de cette procédure-là, les victimes devront finalement rendre des comptes également. Parce qu'on parlait qu'il n'y a pas forcément les mêmes cautèles si c'est la presse qui s'exprime ou si c'est une victime qui parle sur les réseaux sociaux. Mais comme vous le disiez, finalement, les victimes n'ont pas le droit de tout faire, de tout dire sans être inquiétées. Typiquement, mettre un enregistrement de quelqu'un à son insu. Vous dites que les victimes vont devoir rendre des comptes. Et elles vont devoir expliquer... Non, alors, du moment qu'elles auront été identifiées... Mais comment est-ce qu'elles vont être identifiées ? Alors, suite à la plainte en diffamation, le ministère public, avec l'aide de la police, peut enquêter, essayer de déterminer... C'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident. Les journalistes ne vont pas dévoiler leur... Mais ils ont raison. Ils ont raison. Pas tous en même temps, mais Jacques Nérac dit quelque chose d'important. Les journalistes ne vont pas... Donc, ça restera comme ça. Jacques Nérac, vous avez dit, peut-être c'était dans le brouhaha général, les journalistes ne vont pas dévoiler leurs sources. Les journalistes ne vont pas dévoiler le nom des personnes qui se sont plaintes. Et c'est un principe cardinal. La protection des sources est un principe cardinal de la liberté de la presse. Et finalement, le droit pour un journal de taire, pour un journal ou un média quel qu'il soit d'ailleurs, de taire l'identité de ses sources est un principe fondateur de la liberté d'expression. Sinon, personne ne s'exprimerait, tout le monde vivrait parfois dans la crainte de ci ou de ça. Et donc, il y a cette possibilité-là. Et au fond, en revanche, le média, disons, peut devoir assumer une responsabilité si, dans le cas d'une diffamation, par exemple, il n'arrive pas à établir que les faits étaient vrais ou alors qu'il avait en tout cas de bonnes raisons de les tenir pour vrais, ce qu'on appelle la preuve libératoire de la bonne foi. Mais enfin, il y a un cadre très précis et je me réjouis que dans un pays comme la Suisse, on ne livre pas en pâture les sources des journalistes. Enfin, ça me semble tout à fait essentiel. Alors, c'est évident que les journalistes ne livreraient pas les noms. On peut quand même imaginer que certaines victimes puissent faire le choix de s'exprimer aussi à un moment donné. Peut-être qu'elles ont fait le choix à un moment donné de rester anonymes pour X ou Y raison, mais finalement, au bout du compte, de faire face et puis d'expliquer. Si elles ne le font pas, il n'y a pas de procès à Genève et on ne connaîtra pas la vérité.
Alors, la vérité judiciaire, elle sera connue parce que M. Ramadan, n'étant pas reconnu coupable, il reste innocent. Donc, la vérité judiciaire, elle sera posée. Après, ce qui reste dans l'esprit des gens, effectivement, est toute une autre chose s'il n'y a pas de procès qui a lieu. Ça, c'est une évidence. C'est précisément ce dont on va parler maintenant, ce qui reste et les conséquences de cette affaire sur l'opinion publique générale et sur le monde musulman en particulier. Si cette affaire prend de l'ampleur, c'est bien, on l'a dit en préambule, parce que Tariq Ramadan a pris une place très importante dans le monde musulman. Pour vous en convaincre, je vous propose cet extrait du 19-30, c'était en 2005. Loin des controverses que provoque son nom de l'autre côté de la Manche, Tariq Ramadan se sent bien en Angleterre, un pays qu'il apprécie et qui le lui rend. Oxford lui a confié un séminaire, Tony Blair l'a intégré au groupe de travail mis en place après les attentats du 7 juillet. Quand Tony Blair a dit tout de suite qu'il n'y a aucune relation entre ce qui s'est passé en Irak et ce qui se passe ici, il a raison sur le plan éthique. On ne peut pas justifier la mort et le meurtre de Londoniens par ce qui se passe en Irak. Sur le plan éthique, il a raison. Sur le plan politique, il a tort. Cette opinion et son image le rendent-ils plus crédible auprès des éléments les plus radicaux de la communauté musulmane britannique? Il ne le pense pas. Je ne peux pas intégrer les musulmans radicaux. Les musulmans qui sont déjà radicalisés et qui sont à l'extrême, on n'y arrivera pas. Par contre, il y a toute une zone de musulmans aujourd'hui qui sont en train de chercher leur marque. C'est à eux que s'adresse le discours qu'on tient. Awais Seniguer, vous nous avez rejoints pendant le sujet, je vous en remercie, je vous ai présenté tout à l'heure, mais je le rappelle, vous êtes maître de conférence à Sciences Po à Lyon, vous êtes philosophe, vous êtes politologue, vous avez étudié de près les discours de Tariq Ramadan. On vient de le voir, Tariq Ramadan a été consulté par Tony Blair, c'était dans le cadre des attentats de Londres, c'était en 2005. Un an plus tôt, il était élu par Time Magazine, classé parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. Comment est-ce que vous expliquez l'aura AURA que Tariq Ramadan a réussi à se forger? Écoutez, il y a plusieurs manières d'expliquer cette aura. Je pense que si on fait un focus historique, on se rend compte que Tariq Ramadan, à un moment donné, d'abord son aura, il l'a tiré essentiellement du contexte français. Dans les années 80, début des années 90, le champ islamique français était un champ clairsemé. Peu d'interlocuteurs capables de maîtriser la langue française. Tariq Ramadan a été celui le plus capable de produire un savoir religieux, un contenu normatif, de par sa maîtrise de la langue arabe, son accès à l'arabe, mais aussi son élocution, ses capacités rhétoriques. Donc de ce fait-là, il a eu cette capacité à mobiliser une base musulmane francophone. Brillant intellectuel qui a séduit comme ça. Je dirais cela en ces termes, un intellectuel capable de séduire. Cependant, il ne faut pas exagérer son aura. Quand on dit quelles conséquences pour le monde musulman, cela suppose, et à mon avis à tort, qu'il aurait un ancrage relativement puissant dans le monde arabe majoritairement musulman. Or, son public, essentiellement, c'est le public francophone. Le Canada, la Belgique, la France. Et c'est à partir de cette faculté rhétorique qu'il a construit son aura, encore une fois. Et j'ajouterais peut-être en dernier lieu sa filiation. L'islam de France ou l'islam francophone, d'accord, mais j'ai cité le Time Magazine. Le Time Magazine, c'est pas un magazine francophone. Les 100 personnalités les plus influentes du monde, ça n'est pas rien. Oui, mais ça ne dit absolument pas la popularité réelle ou supposée dans le monde arabe majoritairement musulman. Ce n'est pas parce que c'est le Time Magazine qui déclare que Ramadan... C'est plutôt de popularité dans le monde occidental que dans le monde Il faut plutôt sonder les musulmans de France, en l'occurrence. Pascal Gemperli, merci à vous aussi de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes président de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Sur cette aura, sur cette stature de Tariq Ramadan en préambule, 2 millions de followers sur Facebook, 1 million sur Twitter. Si je sais compter, ça fait 3 millions de followers sur ces deux réseaux-là. Particulièrement en Suisse, d'ailleurs, ce n'est pas rien, Tariq Ramadan. Oui, c'est un Suisse d'origine, donc je pense que c'est assez normal qu'il ait une certaine base aussi en Suisse. À mon avis, Tariq Ramadan, évidemment, c'est une référence importante. C'est une figure qui a beaucoup produit, beaucoup de savoir, à mon avis, énormément de choses très, très importantes par rapport à l'évolution de l'islam. Et je pense que là, il faut en parler aussi de contenu vraiment de ce qu'il a fait, que je juge, moi, très, très, très positif. Ça veut rien dire sur éventuellement d'autres faits qu'il aurait pu commettre ou pas. Mais au niveau du contenu, je crois que c'est quelque chose qui est très, très important pour la communauté.
En même temps, il ne faut peut-être pas surestimer, j'ai parfois l'impression, dans l'imaginaire du public ou parfois des médias, quand on dit il est hyper puissant, je ne vois pas ça. Finalement, Tariq Ramadan, il est important en tant que référence, il y en a aussi d'autres. Et puis, il vient de temps en temps donner des conférences en canton de Vaud, si c'est une fois par année, c'est déjà beaucoup. Puis si un jour, pour une raison ou une autre, il ne devrait plus être là, ben nous, on va continuer notre vie en tant que communauté. Donc, il ne faut pas non plus surestimer... Pas non plus surestimé. À West Niger, je vous rends juste rapidement la parole. Dans Mise au point dimanche soir, vous parliez de maraboutisme. Vous allez jusqu'à dire que Tariq Ramadan a marabouté une partie de la communauté musulmane. Expliquez-vous. Oui, d'abord, la paternité de l'expression, c'est Sadek Salem, l'historien, qui a écrit un ouvrage sur l'histoire des musulmans en France. Oui, il y a une forme de maraboutisme. En fait, il y a deux expressions possibles pour Tariq Ramadan. Qui s'y frotte s'y pique ou qui s'y frotte abdique. C'est parce que c'est une personnalité qui polarise énormément. Et la moindre critique à son endroit est perçue comme une critique visant à destituer les fondements de l'islam. Et le maraboutisme, on l'observe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une partie, je ne vais pas surestimer cette partie de la communauté musulmane française, qui tombe des nues en apprenant ce qui se dit dans la presse, notamment ces accusations de viol. Et même devant l'évidence éventuellement de relations extra-conjugales, mais cela le regarde au plus près, des musulmans n'y croient toujours pas. Même devant, encore une fois, l'évidence de la preuve, puisqu'on a effectivement des bandes-sons qui valent ce qu'elles valent, mais ces relations étaient connues, Yann Amel l'a dit tout à l'heure, dans le milieu associatif musulman, et personne ne disait rien. Et ce maraboutisme a cette puissance d'amener des acteurs, même devant l'évidence éclatante, à ne pas admettre les faits qui sont pourtant établis. Maraboutisme, Jacques Nérac, s'il vous plaît. Oui, moi je dirais, c'est plus que ça, c'est un homme qui est engagé en politique. Le thème central du livre que nous avons écrit à deux, celui-ci, l'islam est compatible avec les institutions suisses ou avec les institutions françaises. Avec la République. C'est une thèse qui est une thèse importante, puisque très souvent on dit le contraire, on dit c'est incompatible, c'est une menace. Le livre de Michel Houellebecq, par exemple. Et moi je dirais, il faut, si on dit c'est compatible, il faut dire... on va faire plus que supporter l'islam comme un mal nécessaire. On va essayer de voir s'ils peuvent nous apporter quelque chose. Et en écrivant ce livre avec Tariq Ramadan, il m'a apporté deux choses. La première, qui est importante, c'est, en tant que chrétien, je suis infecté par le péché originel. Tous les hommes sont coupables. Et lui, il dit l'inverse, il dit « tous les hommes sont innocents ». Et ça m'a libéré de ce côté-là. Et il dit autre chose qui est importante. Il dit le progrès scientifique, le progrès technique, le développement, oui, mais avec des limites. Et nous vivons actuellement, ici, dans le monde occidental, avec une idéologie qui dit toute augmentation est positive, etc. Et nous ne nous posons pas les limites qu'une religion peut poser. Oui, Pascal Gamperly. Par rapport éventuellement à ce maraboutisme, moi je nie pas qu'il y ait des gens qui le voient comme ça. Personnellement, je pense en tant que musulman, il faut plutôt être indépendant, avoir un regard critique, avoir plusieurs sources et puis décider chacun pour soi-même ce qui est le mieux dans son contexte personnel et sociopolitique. Mais il peut y avoir des gens comme ça. Mais je vois aussi un autre élément, en fait, c'est qu'il y a quand même une bonne partie de la communauté musulmane qui se sont stigmatisés, discriminés. Et je crois que là, il y a aussi ça qui sort, il y a ça qui ressort, parce que Tariq Ramadan, il est aussi un symbole. Il représente quand même en quelque sorte l'islam, l'influence à discuter, mais il représente quand même l'islam. Et je pense que beaucoup de gens aussi se disent, ah tiens, encore on s'attaque à quelque chose de nous, encore on est victime, soi-disant c'est à voir. Le monde musulman qui a l'impression d'être attaqué par le prisme de Tariq Ramadan. Voilà, je pense que ce n'est pas uniquement question, pour certains peut-être est-ce que c'est un marabout ou pas, mais c'est aussi le contexte social en fait qui ressort à travers lui. Mais ça mérite qu'on s'y attarde, Yann Amel. Mais c'est Tariq Ramadan lui-même dans ses conférences qui dit « Si on me salit, c'est parce qu'on veut vous salir, vous ». Donc les gens, effectivement, si on me critique, c'est parce qu'on veut critiquer l'islam. Vous dites, vous, que c'est une forfaiture, que c'est une... Non, je dis simplement ce que j'ai entendu dans ses conférences. Quand il s'exprime, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, je suis attaqué, mais quand les gens m'attaquent, c'est qu'en fait, ils sont contre les musulmans. Donc, effectivement... Vous ressentez... En fait, je pense, pour répondre à cette remarque, je dirais qu'il y a un contexte objectif. C'est vrai qu'il y a une islamophobie dans l'espace francophone et en France.
Et je crois qu'en raison de cette islamophobie, les musulmans peuvent avoir quelques dérélictions vis-à-vis des attaques qu'ils subissent, notamment, et peut-être parfois, à travers la figure de Tariq Ramadan. Mais je pense qu'on commet 2 erreurs. La première erreur, c'est de lier le destin des musulmans de France à Tariq Ramadan, comme si, finalement, la partie parlait pour le tout. Première erreur. Deuxième erreur qui est non moins fondamentale, c'est, moi j'ai dit souvent en plaisantant, je suis finalement le meilleur élève de Tariq Ramadan, puisqu'il dit systématiquement dans ses conférences, ne soyez pas servile du point de vue intellectuel, libérez-vous, soyez critique, y compris à partir des contenus que je vous livre. Or, il se trouve, et ça on peut le vérifier facilement, les quelques tribunes que j'ai écrites par le passé, systématiquement, des gens sont montés au créneau, probablement des affidés, pour dire tu critiques Tariq Ramadan, tu fais comme Caroline Fourest, tu es islamophobe, etc. Et des procès instruits de cette manière-là, il y en a quantité. Et Ramadan n'a jamais dit publiquement, je dis à ceux qui donnent une positivité à mon propos, n'allez pas sur les réseaux sociaux pour tenir des propos aussi déplacés et déplaisants. Les propos que tiennent les uns et les autres sont extrêmement importants. Les défenseurs Jacques Nérinck de Tariq Ramadan ont eu, et jusqu'à dans sa propre famille, je parle de son frère Hani, une stratégie de défense qui peut surprendre. Ils ont évoqué un complot sioniste. Tariq Ramadan lui-même a d'ailleurs brièvement partagé cette idée-là qui avait été avancée par l'Union des consommateurs musulmans de France avant de retirer cette publication. Quand on avance la thèse du complot sioniste, les mots ont un sens, c'est assez grave. On prend le risque déjà de sortir aussi du débat sain et mesuré, mais d'attiser la haine tout court, ou pas? Moi, je ne crois pas à ce complot sioniste. Il y a peut-être un coup. C'est peut-être un coup, mais pour moi, c'est un coup politique. Bien plus. Peut-être que quelqu'un en France n'aimerait pas qu'il y ait un parti des musulmans. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais pas le complot sioniste. Alors c'est un complot tout court? Peut-être. Moi, je dis tout ça au conditionnel. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'à travers Tariq Ramadan, qu'il soit représentatif ou qu'il ne soit pas représentatif, on s'en prenne aux musulmans. Et on s'en prend aux musulmans. Je me permets de rappeler ici que dans notre Constitution, nous avons un article qui est discriminatoire à l'égard des musulmans. Il est interdit de construire une mosquée. C'est la honte de la Constitution. Un minaret. Pascal Gemperli. Ouais, par rapport à ça, à travers Tariq Ramadan, on s'en prend aux musulmans. Il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y en a des journaux qui font des enquêtes tout à fait dans le conditionnel et tout. Mais aussi d'autres. J'aimerais vous donner 2 exemples. Et c'est là aussi où je vois une conséquence déjà maintenant sur notre communauté, qui est en fait une accentuation de la stigmatisation. Je vous donne l'exemple, d'ailleurs, c'est à la RTS. Donc c'est 2 fois un éditorial. Une fois le titre, c'est fini pour vous, Tariq Ramadan. Et puis la personne, elle dit votre discours désormais, Tariq Ramadan, sera inaudible pour nous, laïcs occidentaux, comme dans les communautés musulmanes. Et je dis, en fait, pourquoi cette personne-là, elle sépare entre les laïcs occidentaux et les communautés musulmanes? Je suis personnellement un responsable de la communauté musulmane, je suis aussi laïc occidentaux. Et là, c'est un éditorial que vous citez, c'est un éditorial à la radio, donc par définition, c'est un commentaire qui laisse une certaine liberté à celui qui commande de commenter. C'est pas un article factuel qui rapporte une conférence de presse. C'est quand même un commentaire sur la RTS. Après, je me pose quand même la question, en fait, pourquoi un éditorial à la radio. Oui, vous avez raison, mais je précise simplement que c'est un éditorial à la radio. Je vous laisse un éditorial à la radio. Il y a un deuxième que je trouve personnellement pire, beaucoup plus grave. Donc le titre, c'est Pour en finir avec Tariq Ramadan. Et puis après, il est accusé de salafisme, double discours, tout ce qu'on entend d'habitude. Et puis après, la phrase qui m'a vraiment choqué, c'est « L'islam autorise la tromperie et le mensonge vis-à-vis des mécréants ». Mais c'est incroyable. Comment la RTS peut publier ça? C'est un éditorial, je suis d'accord, c'est un avis, mais c'est quand même sur la page, c'est la RTS qui produit ça. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est là où je me demande qu'est-ce qui sort, en fait. Il y a quelque chose, à travers le symbole de Tariq Ramadan, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose dans les tripes qui sort. Donc vous êtes d'accord avec Souleyman qui nous disait sur Facebook que dans cette histoire, la cible, c'est l'islam et Ramadan sert de bouc émissaire. Non, j'irai pas aussi. Non, il y a des accusations, il faut les prouver. Il y a, comme on a dit tout le temps, c'est ce que vous venez quand même de dire un petit peu en substance. Non, je me corriger alors, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des accusations qu'il faut vérifier. Il faut un procès équitable. Il faut aussi une justice, parce que les gens ils parlent de la justice finale, il y a aussi la justice procédurale, qui est la présomption d'innocence.
Mais donc, je ne crois pas que c'est une attaque générale contre les musulmans. Il y a des accusations qu'il faut vérifier. Mais il y a aussi ça. Quand je regarde la conséquence que ça fait ça. L'islam autorise la tromperie, les mensonges. Ils vont quoi? Ils vont penser quoi? Parce que ce n'est pas les seuls. Hein. Oui, on ne va pas faire tout de suite, vous êtes d'accord. Toutes les missions sur l'éditorial de un exemple. La radio, absolument. Oui, pardon, Wannes. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi l'observateur doit être lucide sur la caractérisation des faits et l'interprétation qu'il peut en donner. Il faut bien faire la distinction et être lucide sur le fait que certains exploitent cette affaire Tariq Ramadan pour solder un compte avec les musulmans, c'est une réalité, mais en même temps la capacité pour nous, observateurs, si tant est qu'on le puisse, d'apporter un peu de nuance en rappelant les limites du personnage Ramadan et surtout de montrer et de dire une fois pour toutes qu'un bon nombre de musulmans de France qui ont pu estimer Tariq Ramadan à un moment donné s'en sont éloignés pour des raisons intellectuelles, parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Donc il faut cesser vraiment d'hypostasier cette figure et de croire que c'est l'alpha et l'oméga des musulmans de France. D'hypostasier, c'est-à-dire de prendre la partie pour le tout. Exactement, c'est ça, un peu comme une synecdoque ou... Une synecdoque, une synecdote hypostatique. Merci Awes Sénégué. Yann Amel, je parlais des conséquences potentiellement explosives, potentiellement dommageables de ce qui est déjà acté, de cette figure qui s'écroule. Quand je reviens sur la défense d'un certain nombre de proches de Tariq Ramadan qui parlent soit de complot, sioniste ou pas sioniste, soit de l'islam qu'on prend pour cible quand on hypostaserait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Yann Amel, parce que c'est évidemment pas de nature à calmer un débat dont on sait qu'il est déjà particulièrement chaud et virulent? Il faut effectivement s'inquiéter si certains utilisent l'affaire Ramadan pour dénoncer les musulmans, pour écrire, comme je l'ai lu, que l'islam n'est pas compatible avec le monde occidental. C'est très grave. Oui. Je parle de Yamin Makri, son éditeur très proche de Tariq Ramadan, qui est lui-même celui qui a relégué cette histoire de complot sioniste. Donc ce n'est pas simplement un admirateur de Tariq Ramadan, c'est son premier cercle. Est-ce que ça, c'est très dangereux? C'est la question que je pose. En plus, c'est complètement ridicule. Et Yamin Makri, que je connais, est suffisamment intelligent, il n'y croit pas lui-même. C'est ça qui est grave. Il ne trouve pas d'autres arguments. C'est ça qui est triste, d'autres arguments que de dire que c'est un complot sioniste. Enfin, c'est complètement absurde. Je serais plus nuancé qu'Yann Amel. Ouais. Il y croit. Il y croit parce que c'est une manière, à mon avis, ça remplit deux fonctions, ce complot, invoqué et convoqué par le premier cercle de Ramadan. Ça a une fonction d'irresponsabilité et d'externalisation de la responsabilité. En fait, finalement, dans cette histoire, Tariq Ramadan ne serait responsable absolument de rien. Et on convoque le complot sioniste. Et ce qui est peut-être plus grave, c'est les effets ensuite d'une forme d'antisémitisme larvé qu'on voit aussi. Parfois, c'est de ça dont je parle précisément quand je parle de conséquences. Parfois c'est explicite, parfois c'est plus implicite, mais il y a un contenu antisémite. On va scruter le nom de l'avocat de Enda Yari pour dire il a un nom potentiellement juif. Jonas Haddad. On remarque qu'il est en lien avec Israël, donc ce sera un complot sioniste ou judéo-sioniste. Et c'est extrêmement dangereux. C'est inquiétant, Jacques Nérin, y compris pour vous Oui, moi je dirais... J'ai vécu, je suis suffisamment âgé pour avoir vu des gens circuler avec l'étoile de David. Et on est, dans ma classe, venu chercher 2 enfants qui étaient cachés dans un pensionnat catholique. Donc pour moi, ça va recommencer. L'antisémitisme est en train de remonter en France. Ici, il n'y a pas de problème parce que la communauté est tellement réduite. Mais pour moi, les gens qui sont menacés maintenant, c'est l'islam en général. Et ça, c'est grave de ne pas accepter une véritable diversité religieuse. En Suisse, c'est fait. En France, ce ne l'est pas. Absolument. Mais avant même que les fans ou les supporters de Ramadan parlent du complot sioniste, j'ai lu le premier article qui a parlé effectivement de ce viol, c'est le site Ouma.com. Et ils ont publié sans commentaire, qui est un média d'obédience musulmane français en ligne. Et là, effectivement, il y avait déjà la théorie du complot dès le premier jour. Et là, ce ne sont même pas les supporters de Ramadan, ce sont des lecteurs d'Ouma qui ont commencé à dire ce n'est pas vrai, c'est un complot. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on l'a vu, on en a vu des centaines et des centaines et des centaines, j'allais dire de centaines de milliers de commentaires qui allaient dans ce sens-là, Pascal Kemperle. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Je pense que les principes qu'on défend, ça ne peut pas être géométrie variable. Donc si on demande présomption d'innocence, on ne peut pas accuser ailleurs sans avoir des preuves ou quelque chose comme ça. Il faut faire très attention avec ça. Et Tariq Ramadan, comme je le connais, il dira la même chose.
Sauf que pour l'instant, il a plutôt dit l'inverse, ses défenseurs ont plutôt dit l'inverse. Le complot sioniste, ça a été apporté sur le débat public, sur la place publique, encore une fois, par des proches, que ce soit son propre frère ou des proches. De son proche. Il les a encore une fois relayés. Non, il les a relayés. Il les a jamais intervenu quand les... Est-ce que c'est lui ou son bureau? C'est à vérifier aussi. Attendez, je ne sais pas. C'est son profil, en tout cas. Les gens qui osent critiquer Ramadan sont insultés régulièrement. Et Tariq Ramadan n'est jamais venu pour leur dire, pour les modérer. Ils insultent à tour de bras. Moi, je peux citer de nombreux intellectuels musulmans, surtout quand ce sont des musulmans. Il est encore plus méchant. Et il se ramasse, mais ça peut être 30, 40, 50, 60 insultes. Bon, j'ai jamais vu Ramadan dire, Molo, attendez. En fait, j'ai expérimenté. J'ai toujours... Il ne s'agit pas d'être pro ou anti. Je crois qu'il faut sortir aussi de cette ornière. On veut nous enfermer dans cette ornière. Que celui qui se retrouve en Ramadan, grand bien lui fasse, et inversement. Il se trouve que j'ai été interviewé par Mediapart et Le Monde, et Tariq Ramadan a critiqué et Mediapart et Le Monde en m'accusant d'être un pseudo-chercheur sur le monde arabe. Vous croyez que c'est à la hauteur d'un intellectuel de répondre de cette manière, alors que j'ai systématiquement essayé de rationaliser ma critique, de la rationaliser. J'étais au courant de certaines frasques, je ne suis jamais allé sur ce terrain-là, parce que c'est un déshonneur à la recherche et à l'observation scrupuleuse. Et pourtant, Tariq Ramadan est monté au créneau à 2 reprises pour dire tout le bien qu'il pensait de nous. Vous étiez au courant de certaines frasques, vous n'en parliez pas. Aujourd'hui, vous en parlez. Et vous allez même plus loin en disant il y a, quand on se pique de faire de la morale ou d'enseigner la morale, un devoir d'exemplarité sur le plan de la morale. Et à votre avis, ça pose problème? Les enseignements de Pierre Bourdieu me sont revenus dans un ouvrage intitulé Questions de sociologie. Le sociologue est un rabat-joie. Le sociologue est lucide sur cette dichotomie, ce manichéisme qui peut exister en chaque individu. C'est-à-dire à la fois la proclamation d'une sainteté ou d'une norme publique et la réalité de la vie pratique. Sauf que dans son cas, il y a un effet aggravant, puisqu'il a fondé son discours, il a construit son discours sur un rappel souvent récurrent à l'observance scrupuleuse des normes de l'islam. Il se trouve, pour l'heure, en contradiction manifeste avec ce qu'il proclamait. En quelque sorte, la rigueur pour les autres et une grande libéralité, une grande liberté pour moi. Double discours, en quelque sorte, ou discours et posture, Jacques Nérinck? Eh bien, ça existe dans toutes les religions. Et il y a eu des cas, parmi les catholiques aussi, de gens qui tenaient des discours et puis qui se comportaient gravement en contradiction. Mais parce que ça a lieu partout, ça n'est pas problématique, ou c'est problématique toujours? Évidemment que c'est problématique, et c'est pour ça que c'est à la justice d'établir les faits. C'est la seule solution que nous avons dans ce cas particulier. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt les conséquences que ça va avoir. Pascal Gemperli, sur cette notion d'exemplarité du moraliste. Ouais, double discours, exemplarité. En fait, d'abord, ma première réaction, et ça a été aussi relayé, je ne sais plus dans quel média, je disais, j'ai beaucoup de peine à y croire. C'était juste après le premier dépôt de plainte. Et pourquoi, en fait? C'est parce que tout ce que je lis, moi je suis musulman depuis 2005, donc c'est là où je commençais à plus, un petit peu avant, mais j'ai commencé à plus lire, à connaître Tariq Ramadan et d'autres. Vous êtes un Suisse converti à l'islam? C'est ça, oui. Turgovien en plus. Turgovien. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Tout ce que j'ai lu de Tariq Ramadan, quand même, j'ai lu plus ou moins tout ce qu'il a publié ces dernières années. Et c'est là où j'ai beaucoup de peine avec le reproche du double discours en général. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, tout ce que j'ai lu, les livres, tout est très positif. C'est pour la bonne intégration, pour respecter les principes. Je parlais d'une dichotomie éventuelle entre le discours qui est tenu et la manière dont on se comporte. Alors si c'est vrai, si c'était vrai, c'est approuvé. Si c'était vrai, c'est la première fois, ce serait évidemment très 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 décevant. Et ça sera la première fois que j'aurai personnellement une preuve du double discours, parce que je l'ai jamais eu. J'ai souvent demandé, je l'ai jamais eu. Ah oui, Sénégal. Là aussi, une distinction s'impose. Dire qu'il a eu des frasques sexuelles, si cela est avéré, ça ne délégitime pas forcément tout ce qu'il a pu dire dans l'espace public. Il faut bien distinguer les deux espaces. Ouais. Il peut avoir dit des choses intéressantes, et en l'occurrence, on peut l'accepter, tout en rappelant que cette pratique privée entre en contradiction avec ses proclamations publiques. Il faut tenir ensemble les deux bouts de la chaîne. Yann Hamel, comment, je donnais des chiffres, 2 millions de followers sur Facebook, 1 million de followers sur Twitter, une popularité énorme.
ça fait autant de millions de gens qui vont se trouver un peu déboussolés. Comment est-ce qu'ils vont être un peu laissés pour compte, cette communauté? Comment est-ce qu'elle va se sortir de cette affaire? Pour reprendre ce que vous avez dit, je veux dire, un musulman comme un chrétien, comme un laïc, il peut se débrouiller tout seul, il n'a pas besoin d'un gourou. Bon, effectivement, je veux dire, il y a des dizaines de milliers de jeunes. Il suffit d'aller dans ces conférences. Quand vous voyez, quand ils dédicacent, après la conférence, quand ils dédicacent ces livres, vous avez surtout des jeunes femmes, vous avez des centaines qui s'agglutinent. C'est vraiment quelqu'un qui compte dans la communauté musulmane. Et c'est vrai que du jour au lendemain, ils vont se retrouver un peu tout nus. Vers quoi, vers qui se tourneront-ils? Le problème, c'est en l'absence de Tariq Ramadan. Ce qui a fait son succès, c'est que d'une part, c'est un prédicateur, et d'autre part, c'est un intellectuel. Alors, il est les deux pour les gens. Il n'y a pas d'équivalent dans l'islam francophone. Vous avez soit des intellectuels qui font très brillants, mais qui vont pas faire des conférences, soit vous avez des prédicateurs qui n'ont pas le niveau de Ramadan. Vous n'avez pas, c'est le seul. C'est pour ça qu'il a ce succès. Et là, bon, je ne sais pas vers qui se tourner, c'est un peu exagéré, mais... Même question pour vous, Jacques Nérin. Vous avez coécrit un livre avec lui parce que vous avez voulu voir en lui le promoteur d'un islam pacifique, soluble dans la démocratie et la République d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, cette figure que vous avez voulu voir est en cours de dégringolade. Est-ce que vous craignez les conséquences de cette dégringolade? Mais je le crains pour la communauté. Je parle de la communauté, pour l'islam en général. La thèse sur l'islam, c'est une fabrique de terroristes. Maintenant, on va rajouter de terroristes et de violeurs en extrapolant. Donc c'est grave. Pour moi, c'est aussi grave que ce qui s'est passé avec les curés pédophiles. C'est la même chose. Donc il y a une tendance à se méfier des religions, de toutes les religions, de les attaquer au nom de la laïcité. Et ça peut faire partie et ça peut amener à ce genre de conséquences. Ma question, c'était, si je la reformule, qui va combler le vide laissé, fût-ce provisoirement, par Tariq Ramadan? Qui va combler, c'est l'indicatif. Moi, j'aimerais bien que vous parliez... Qui va combler? Qui pourrait combler? Non, mais il est provisoirement en dégringolade, en tout cas, ça c'est acté. Donc... Si dégringolade il y a, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un gourou. Une communauté peut parfaitement vivre comme ça. Donc c'est pas ça qui me paraît inquiétant, c'est la réaction des gens qui sont en dehors de l'islam et qui portent déjà maintenant un jugement négatif. Ça n'est pas une religion sérieuse, c'est une religion violente, etc. Tout peut-être ma petite fenêtre de pub, si vous le permettez. C'est que ce qui est important, c'est d'institutionnaliser la communauté musulmane pour que ce soit une référence, pour qu'on puisse savoir à qui se tourner, qu'il y ait des références officielles. Pourquoi je dis fenêtre de pub, c'est pour parler en faveur de la reconnaissance étatique de la communauté musulmane. Possibilité que l'UVAM que vous présidez a décidé de saisir dans le canton de Vaud. Vous pouvez nous expliquer en un mot? En un mot, c'est difficile, mais c'est une reconnaissance étatique pour laquelle on aura des droits et des devoirs. Ça veut dire qu'on doit être démocratie compatible, vaudois compatible pour avoir cette reconnaissance. Et si oui, une comparaison qui va s'installer avec les autorités. Et les devoirs, c'est toute la transparence financière, compétence des imams, etc. West Séniguer, la petite fenêtre publicitaire est faite. West Séniguer, j'aimerais vous entendre sur le silence relatif d'un certain nombre d'associations, d'instances musulmanes. On sent un certain embarras. Est-ce que l'embarras peut avoir à voir avec la place de la femme dans l'islam? On a vu quantité de commentaires aussi sur l'islamosphère, si tant est qu'elle existe, en disant ces femmes n'avaient qu'à pas s'enfermer toutes seules, c'est banni par le Coran. Est-ce qu'il y a un problème est-ce que là il y a un nœud? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Et peut-être qu'on peut interpréter ce silence comme une indifférence vis-à-vis de Tariq Ramadan. On peut très bien interpréter la chose de cette manière. Et pas du tout une complicité qui n'oserait paraître ce qu'elle est dans l'espace public. Je ne crois pas que ça a à voir avec la place de la femme. C'est possible dans certains secteurs, dans certains compartiments de la communauté musulmane. Mais à mon avis, ce sont des secteurs extrêmement minoritaires. Je crois plutôt que cette gêne est liée, comme je l'ai dit, soit à l'indifférence, soit alors à ceux qui lui ont été proches, dévoués. Je pense notamment à l'Union des organisations islamiques de France, qui a été rebaptisée Musulmans de France, qui a très souvent accueilli Tariq Ramadan et qui a fait le succès d'ailleurs du Bourget, du congrès annuel du Bourget. Et ce silence est un silence malaisé qui est lié au fait que beaucoup de cadres, effectivement, étaient au courant. Il existe donc ce silence? Il existe, mais il faut aussi l'interpréter comme un conflit de loyauté.
comment s'exprimer publiquement quand on sait que Tariq Ramadan est un proche et continue d'être un proche sur des faits qui ne sont pas totalement prouvés. Je ne crois pas qu'il faut arguer du fait du silence une complicité vis-à-vis des agissements de Tariq Ramadan s'il devait être confirmé. Yann Hamel, vous voulez intervenir. Surtout que Ramadan, dans son discours, il est plus que prude. Lors d'une conférence, Ramadan a pris à partie deux jeunes qui se tenaient par la main parce qu'ils n'étaient pas mariés, en leur disant « vous franchissez la ligne jaune, vous n'avez pas honte, vous tenez par la main », c'est tout ce qu'il faisait. Et quand vous apprenez qu'il a un nombre incalculable de maîtresses, c'est vrai que vous avez un choc. Mais l'UOIF, je parle des dirigeants, je ne parle pas des gens qui vont à ces conférences. Les dirigeants de l'UOIF le savent depuis des années. Juste un exemple, c'est eux qui réservaient l'hôtel. Et très souvent, ils n'allaient pas dans l'hôtel qu'ils avaient réservé, mais dans un autre. Ils étaient furieux parce qu'ils devaient payer la chambre. Bon, et donc, ils connaissent le mode de vie de Ramadan. Est-ce que ça, c'est des affaires qui seront... Vous dites, on part tous de l'idée que la justice tranchera, mais là, on n'est pas dans des affaires de viol, non, on est dans des affaires de relations. La justice ne tranchera rien du tout. On est dans des affaires de vie privée, tout à fait. Mais là, la justice ne tranchera rien du tout. Non, on ne tranchera rien. Voilà. Non, donc on a commencé l'émission sur la présomption d'innocence. On peut partir de l'idée qu'il y aura une présomption de culpabilité éternelle qui pèsera sur Tariq Ramadan, Pascal Gemperli. Exactement. Il y a ce risque-là, mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout je crois que c'est Thibault qui disait, M. Hamel, au début, que c'était un peu un secret de polichinelle. Tout le monde savait les responsables. Moi, ça fait quelques années... Non, je n'ai pas dit tout le monde. Je dis que les dirigeants en France... Les journalistes d'investigation. Ouais. En tout cas, moi, en tant que responsable de la communauté musulmane au canton de Vaud et puis partiellement en Suisse depuis quelques années, j'ai jamais eu aucun bruit comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais juste, je pense que ça me semble important de rajouter aussi. Est-ce que c'est pas gênant précisément ce point-là? On entend beaucoup, tout le monde savait, on savait, c'est le secret. J'ai parlé à 250 personnes pour préparer cette émission, tout le monde savait. Et pourquoi rien n'est sorti? C'est la grandeur, heureusement, de la démocratie et du caractère privé du privé. Par définition. On le savait, moi je le savais à titre personnel. Caractère privé du privé, mais en même temps vous parlez de devoir d'exemplarité du moralisme. Alors là, je vais préciser mon propos grâce à votre relance. Je dirais que c'est privé tant que c'est privé. Une fois que ça éclate publiquement, il faut s'exprimer, prendre position. Je dis, on peut tenir encore une fois les deux bouts de la chaîne explicative. Dire dans un premier temps que tant que c'est privé, il peut faire ce qu'il veut dans sa vie privée et que son propos a une certaine pertinence, il faut reconnaître la pertinence de son propos. Dès lors qu'on apprend qu'en privé, il a certaines pratiques et qu'en public, il dit autre chose, on peut également prendre position en disant qu'il y a un écart, un hiatus entre ce qu'il fait dans la vie privée et ce qu'il fait dans le public. Mais on n'est pas sur des affaires de viol, c'est autre chose. Je crois qu'il y a des confusions dans le débat public actuellement, entre les frasques, entre les aventures, entre le viol, entre ce qu'il dit intellectuellement. Il faut reconnaître la vérité du propos de quelqu'un, non pas celui qui l'a dit, mais au contenu de ce qui est dit. Alors, je vais vous laisser conclure les quatre l'un après l'autre, mais vous avez déjà quasiment entamé cette conclusion à Ouest-Sénéguer. Que restera-t-il de cette affaire, quelle qu'en soit l'issue judiciaire? Je comparerais Tariq Ramadan à un phénix. Je pense qu'il est capable de renaître de ses cendres. C'est-à-dire, même si on le voit très bas aujourd'hui, compte tenu de la popularité, compte tenu de son ancrage historique, il est fort possible qu'un cercle d'inconditionnel continue de le porter, même à bout de bras, mais continue de le porter. Sur l'effet plus largement sur les publics musulmans, il est difficile de répondre aujourd'hui. Mais on sent quand même une forme de déréliction, de désespoir et de déception chez certains musulmans français. Même question pour vous, Yann Hamel. Je crois que même s'il y a un non-lieu, dans 1 an, 2 ans, son image est fracassée. Pour se défendre, que va-t-il faire? Il va être obligé de reconnaître, puisque moi j'ai vu il y a un nombre de jeunes femmes qui l'ont connu, qui ont donné des preuves. Moi j'en ai des preuves. Donc il va être obligé de reconnaître qu'il a une vie privée un peu compliquée. Et donc à ce niveau-là, je veux dire, qui va faire des conférences avec Ramadan dorénavant? Est-ce qu'il pourra aller lui-même, je veux dire, au Bourget, par exemple, devant des milliers de personnes? Ça me paraît très difficile. Pascal... Même s'il est acquitté, même s'il y a un non-lieu. Bien sûr. Pascal Gemperli, Tariq Ramadan, restera-t-il Tariq Ramadan?
Je me suis préparé à la première question. Non, mais c'est la même question. Que restera-t-il de Tariq Ramadan? Je ne sais pas pour lui, ça reste à voir. Je pense par rapport à sa relation avec la communauté, ça reste à voir ce qui se passe. Ça reste à voir la décision du juge, ça reste à voir des questions de pardon, intégration de la communauté, références scientifiques, etc. Tout ça, à mon avis, on ne peut pas répondre tout de suite aujourd'hui. Pour la communauté, je pense... nous, on va continuer, on va déposer notre demande de reconnaissance, on va continuer notre vie, on va faire notre travail. Question peut-être par rapport à l'image de la communauté musulmane, au point on est aujourd'hui, franchement, on ne peut pas descendre beaucoup plus. Voilà, c'est une affaire de plus. Fataliste. C'est une affaire de plus. Non, on va en sortir, mais ça prend un petit moment. Mais c'est une affaire de plus, et puis on va la passer comme les autres. Jacques Nérin, que la justice passera, mais que restera-t-il? Je vous pose à vous aussi la question de toute cette affaire. Même s'il est acquitté, même si on découvre que les accusations étaient fausses, c'était de la diffamation, sa carrière est brisée, comme l'a été la carrière de tous les ministres français qui ont été mis en accusation à un certain moment. C'est la fin d'une carrière ministérielle. Et donc, effectivement, c'est le peuple, c'est l'opinion publique et ce sont les médias qui jugent. Eh bien, nous en resterons là. C'est une excellente conclusion. On arrive au terme de ce débat. Le but était de ne pas faire le procès de Ramadan. Je crois qu'on ne l'a pas fait. Donc, nous pouvons nous estimer heureux. Merci à vous tous les 4, tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi chez vous ou sur vos tablettes. Infrarouge revient la semaine prochaine et Esther Mamar-Bachi avec pour un nouveau débat d'actualité. D'ici là, vous passez une excellente semaine et soirée sur la RTS. Bye bye.